Bon, on commence à avoir déjà quelques éléments un peu concrets quand même sur où et comment capter l'attention. Je le disais tout à l'heure, oui, donc c'est un sujet, ça reste peut-être un grave, je suis désolé, mais les marques cherchent toujours quand même à capter l'attention, même si le sujet n'est pas nouveau. Et donc, le font, oui, pour chacune, pour des sujets, des objectifs qui leur sont propres, pour se faire connaître, se faire entendre, pour vendre, bien entendu. Elles mettent chacune en place des stratégies de moyens pour y parvenir. On a la chance aujourd'hui d'avoir 3 marques qui ont accepté de venir justement témoigner, nous parler de ce qu'elles ont fait, de ce qu'elles ont obtenu grâce à leur stratégie. 3 marques de 3 secteurs assez différents, Bouygues Télécom, Massif et Fort de Paris. Et pour nous en parler, eh bien, je vais demander à ces 3 représentants de nous rejoindre sur scène. Myriam Fleury, directrice CRM de Bouygues Télécom, Christelle Boudezano, directrice marketing digital et relations clients de Massif, et Laura Boulanger, directrice marketing et communication de Fort de Paris. On peut les applaudir. Merci en tout cas à toutes les 3 d'avoir accepté notre invitation. On va commencer par Myriam Fleury. Ça ne vous dérange pas? Bonjour. Après tout le discours de Benoît, j'ai un peu peur de faire du bullshit. Non, en tout cas, ce qui va être intéressant, et c'est la première question que je vous poserai d'ailleurs à toutes les 3, hein, c'est déjà que vous nous expliquiez un petit peu ce qui motive chez vous, pour chacune de votre entreprise, ce besoin de capter l'attention. Bonjour, donc tout d'abord moi je suis chez Bouygues Télécom, Bouygues Télécom, opérateur téléphonique, donc vous connaissez probablement 2 noms où vous l'avez chez vous. Voilà, on propose du téléphone, du mobile ou de l'internet. Historiquement, on est le 3e opérateur, mais ça ne nous aura pas échappé qu'il y a un petit 4e qui est arrivé, et puis il y a plein de petites marques qui sont arrivées avec ce qu'on appelle nous dans notre jargon les MVNO, les G-Mobile, la Poste Mobile, etc. Donc tout ça fait que le marché de la téléphonie est très concurrencé, très agité. Donc une fois que j'ai dit tout ça, je ne sais pas ce qu'on vient de dire, j'ai tout dit, on se doit d'émerger, on se doit d'émerger, on doit apporter une réponse aux clients, sachant qu'on propose, on aimerait dire que, et on le dit, qu'on a le meilleur, la meilleure qualité, le meilleur débit, mais d'un point de vue client, ça reste le même produit. Il vient acheter un téléphone ou il vient acheter un internet pour répondre à un besoin initialement. Donc donc on se doit de répondre. Donc pour ça, nous on a une stratégie très orientée omnicanal, parce que on vient de le voir, le client avant de prendre une décision s'est renseigné sur 8 points d'interaction. Donc nous on a une stratégie très omnicanal. Voilà, on envoie du SMS, de l'email, parce que le client peut aller en boutique, peut lire, et puis après peut appeler le service client. Donc on a une logique très omnicanale pour aller répondre à nos enjeux. Donc c'est vraiment une omnicanalité, au sens très très large, qui part du SMS jusqu'à la boutique, passant partout. Exactement. On a cette chance quand même d'avoir tous les canaux à notre disposition. Donc on essaye de les utiliser à fond avec dans une logique très CVM, donc Customer Value Management, pour parler un peu plus à tout le monde, en fait, avec une logique que chaque interaction doit devenir une opportunité, business, bien entendu, on va pas se le cacher. Et puis, donc, une fois qu'on a répondu tout ça, on a les mêmes contraintes que tout le monde. Il faut arriver au bon moment, avec le bon message, être hyper réactif, hyper personnalisé. Et nous, on a cette contrainte supplémentaire, alors comme beaucoup, mais encore plus, je pense, dans la téléphonie, parce que des primo équipements, on n'en a pas non plus des millions tous les mois. Donc, on a une véritable logique, on a un véritable enjeu foyer. On ne doit plus s'adresser uniquement aux porteurs de contrats, on doit s'adresser à tout le foyer, pour équiper toute la maison. Et quand on est dans le foyer, justement, alors qu'est-ce que vous privilégiez? Quels sont les outils qui vous paraissent les supports qui vous paraissent les plus efficaces? Alors, aujourd'hui, on a quand même, je viens de le dire, on utilise tous les supports, qui soient des plus classiques aux plus innovants. On est quand même
une grosse usine CRM chez Bouygues Télécom. Hein, on se parle d'à peu près, pour donner des ordres de grandeur, de 500 millions de sollicitations par an. Ce qui est énorme, en tout cas nous confondus, hein, sur de la télévente, de l'email, du SMS. Voilà, on a une grosse partie de ces sollicitations qui sont ce qu'on appelle nous dans le jargon des campagnes one-shot, donc des campagnes qu'on déclenche à un instant T pour un besoin particulier. Et puis on a une autre partie qui sont des actions plus automatiques, c'est des actions qui se déclenchent suite à une action du client. Donc il est allé visiter une page web, il a appuyé, voilà. Donc sans dévoiler de grands mystères, forcément ces actions automatiques sont beaucoup plus performantes puisqu'on arrive au bon moment, suite à une recherche du client. Et nous, ce qu'on a envie, donc on est déjà très outillés, mais ce qu'on a envie, c'est de passer à l'échelle sur ces actions automatiques. Et donc on ne peut plus attendre les actions du client, on doit les anticiper. C'est possible ça, voilà. Du coup, vous avez les moyens aujourd'hui, les outils pour ça? On a les moyens, j'ai envie de dire oui et non. Donc forcément la connaissance du client, la data est au cœur de toutes ces stratégies. Donc on a déjà beaucoup de choses, mais on est encore, pour aller un cran plus loin, on est en train de s'équiper d'une CDP, voilà, pour harmoniser, pour mieux exploiter toutes nos datas. Et ça devrait nous permettre, ça va nous permettre plus tard d'être encore plus réactifs, plus innovants, demain d'aller vers l'IA, parce que voilà, on se parle beaucoup de l'IA. Voilà, donc ça nous ouvre de belles opportunités, de belles perspectives. Enfin, rendez-vous dans quelques mois, on est en plein dedans, là, on est en train d'installer. Donc on se refait une table ronde dans quelques semaines, quelques mois, et on vous dira tout ça. Vous avez quand même, alors votre stratégie, même si elle est omnicanale, on se doute bien de par votre métier qu'elle est quand même assez digitalisée, on va dire. Est-ce que malgré tout, il y a, justement, entre le SMS, tous les autres supports, est-ce que chaque outil a une vocation, a une ambition, un objectif plus spécifique que d'autres? Est-ce qu'on peut tout faire avec le smartphone? La grande force du smartphone, c'est quand même qu'il permet de toucher un client n'importe où, n'importe quand. Est-ce que ça veut dire que finalement, vous pourriez presque vous contenter de ce support-là? Alors, ça va pas faire plaisir à la Poste, mais j'aimerais dire oui. Non, en fait, non, ce qui est intéressant, on l'a vu là dans l'étude, c'est quand même que tous les supports ont à un instant T, ont leur importance. Donc oui, on va pas, sans dévoiler de mystère non plus, on est tous là, le digital a pris une part extrêmement importante, mais parce que voilà, les enjeux de réactivité, d'ultra-personnalisation, tout ce qu'on entend aujourd'hui font qu'on s'appuie beaucoup sur le digital. Mais on ne néglige pas pour autant le print, hein, si vous voulez nous amener sur ce sujet, mais c'est plutôt maintenant, il a un rôle assez différent. Bon, déjà, il va avoir chez nous, il a un rôle très informatique, juridique, voilà, parce que quand il y a un sujet d'augmentation, de pricing, etc., on est obligé d'avoir un vrai support qui est durable dans le temps. Mais nous, on l'utilise également pour répondre à d'autres enjeux, typiquement pour émerger, parce que voilà, nos boîtes mail sont polluées, on en a énormément. Donc à un moment, si on veut émerger, donc sur certaines cibles plus premium, pour apporter un autre discours, on va utiliser du papier. Ou pour pallier à des... le digital a cette force aussi qu'il est réactif, mais en même temps, le client a aussi la réactivité de pouvoir dire stop, ne m'envoyez plus de SMS, ne m'envoyez plus d'email. Donc voilà, donc, c'est un peu moins le cas sur le papier, donc on va l'utiliser aussi pour pallier ces stop contacts sur d'autres canaux. Voilà, donc chaque canal, chaque support a son rôle en fonction du message qu'on veut délivrer et surtout de la cible. D'accord, merci beaucoup. Je reviendrai vers vous tout à l'heure. On va changer d'univers du coup, et puis aussi du coup même de méthode, avec Christelle Boudet-Zanon, la Massif justement, pareil vous. Alors, quand vous souhaitez capter l'attention, c'est pour qui, c'est pourquoi? Alors, avant de parler de capter l'attention, juste quelques mots sur la Massif pour comprendre l'état d'esprit. En fait, on a des sociétaires, donc ça veut dire qu'on a aussi un état d'esprit un peu différent dans la relation avec nos sociétaires. C'est 5,8 millions de sociétaires et surtout, on est un acteur important de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi je donne ces entrants? Parce que oui, on va s'appuyer sur l'omnicanalité,
Mais notre première relation avec nos sociétaires, ça ne va pas être une relation business, ça va être vraiment un apport de conseil. Et dans toute notre stratégie, on a une stratégie omnicanale, on accompagne nos sociétaires tout au long de leur moment de vie, mais notre premier choix en termes d'entrée en relation, ça passe par du conseil et de la relation. Et juste pour vous illustrer ça, nos vendeurs, on ne les appelle pas des vendeurs, on les appelle des conseillers. Il ne faudrait surtout pas qu'on ose dire ce sont des vendeurs, parce que même eux, je pense que il y aurait une levée de bouclier en interne. Donc on voit, c'est aussi pour noter l'état d'esprit et l'approche relationnelle qu'on pousse dans nos choix, en fait, dans nos choix de contact, dans nos choix de communication. Et dans la dernière communication au niveau de notre territoire de marque, on a fait un choix, c'est de donner la parole à nos sociétaires pour faire notre communication, que ce soit en télé, quels que soient les canaux. On n'utilise plus des acteurs, c'est vraiment des vrais sociétaires qui portent la parole de la Massif. Donc c'était un risque, parce que ça veut dire aussi que juridiquement, on ne maîtrise pas forcément la parole complète de notre sociétaire. Donc parfois on ne peut pas tout utiliser, parce qu'on se doit aussi d'avoir une vraie réalité juridique et des propos peuvent aussi être mal interprétés. Donc c'est tout ça qu'on doit travailler au quotidien pour venir au domicile. Et tout à l'heure on parlait de domicile, juste pour comprendre aussi l'attachement de nos sociétaires, c'est 50% de nos sociétaires sont des enfants de sociétaires. C'est-à-dire qu'on a une vraie recommandation interne. Et quand on a fait une enquête sur comment ils nous percevaient, comment cette nouvelle génération nous percevait de nouveaux entrants, ils nous ont un peu bousculés dans leurs réponses, voire un peu gênés, parce qu'on n'est pas toujours capable de répondre à tout ce qu'ils nous demandent. Ils nous disent, mais de toute façon, vous êtes comme notre médecin de famille, vous avez assuré nos grands-parents, vous avez assuré nos parents, donc vous nous connaissez, sauf que c'est des nouveaux sociétaires quand même, dans nos données. C'est là aussi la difficulté d'utiliser de la data et puis d'utiliser la vraie vie. Et ils ne comprennent pas pourquoi ils n'auraient pas le même bonus que papa et maman. Ben non, en auto, voilà, on démarre nouveau, on démarre jeune. Donc c'est toute cette complexité qu'on doit travailler sur un portefeuille qui attend autre chose qu'une relation business, parce que pour eux, ils sont dans le foyer depuis des années, et l'assurance, c'est de la recommandation, parce que on se dit souvent, c'est un produit qu'on résilie peut-être facilement au taux de churn. À la Massif, on a un taux de churn extrêmement faible. On est aux alentours de 4%, donc c'est vraiment très faible. Et quand ils rentrent, ils ont tendance à vouloir y rester toute leur vie, sauf s'il y a un incident majeur et qu'on n'a pas su répondre dans un cas de sinistre. Et alors vous avez fait un choix assez particulier. Vous avez misé en grande partie sur un MOOC. C'est ça qui s'appelle Vous. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, on avait un magazine papier qu'on envoyait, où dedans, c'était... on ne savait pas bien si c'était du commercial, du conseil, du relationnel. Et puis, en plus, même qualitativement, ça se rapprochait plus à ce que la grande distribution peut envoyer quand on reçoit des catalogues promotionnels. Et on a décidé de mettre tout ça sur la table et de se dire, est-ce que c'est vraiment de ça que nos sociétaires ont besoin? Et on s'est dit, non, en fait, et on les a mis autour de la table, parce que c'est que des réflexions qu'on fait avec l'apport de nos sociétaires. Et on a fait quelque chose de beaucoup plus qualitatif avec Sopress, comme vous pouvez trouver dans tous les magazines Sopress, qui est presque plutôt, on appelle ça un livre de chevet. J'ose imaginer que nos sociétaires ne dorment pas avec, mais en tout cas, on s'est rendu compte qu'ils le gardaient. C'est beaucoup plus qualitatif, il n'y a plus du tout de promotion massive. Vous ne trouvez même pas le logo Massif dessus. C'est pour vous dire que vous pouvez le donner à n'importe qui. Et c'est des apports avec des philosophes, c'est des sujets de société. Ces sujets ne parlent pas de la Massif, mais parlent de la société. Le dernier, c'était autour des femmes. Donc on voit bien que c'est un changement majeur. C'était un risque. Est-ce que ça allait correspondre? Et en fait, on s'est rendu compte qu'en termes de taux de lecture, taux d'appropriation, on est monté d'un gap. Et en termes de fidélisation, 80% de nos lecteurs se disent fidèles à la marque, justement parce qu'ils ont trouvé quelque chose de différent dans cette approche print. Alors en termes de coût, effectivement, c'est un coût, mais c'est un choix d'avoir ce coût supplémentaire parce que cette relation, elle est particulière avec nos sociétaires. Mais donc, comment se fait l'appropriation? C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Si la marque n'est pas visible, et vous le dites, c'est quand même un coût, donc c'est un investissement. Comment on fait cette appropriation? Alors, cette appropriation, elle va se faire parce que même si la marque n'est pas visible, il peut y avoir, dans le premier qu'on avait fait, c'était le choix d'un philosophe avec notre DG. Donc on voit quand même, sans promouvoir nos produits,
des choses qui infusent. Dans le prochain, sans tout dévoiler, on va avoir notre partenariat avec les Restos du Cœur. On est partenaire depuis 40 ans, on est assureur depuis 40 ans et on se doit de continuer à donner de la force et de l'image sur des associations, qu'elles soient petites ou qu'elles soient grandes. Il y a certaines associations qui sont des associations de village, mais derrière, il y a la Massif. Et en fait, c'est aussi ça qui fait qu'on est reconnu dans le MOOC sans en faire une vitrine promotionnelle. D'accord. Il y a également, parallèlement au MOOC, vous disiez tout à l'heure que la communication était relationnelle et qu'elle n'était donc pas commerciale. Enfin, oui, on n'était pas du tout dans une relation commerciale. Vous utilisez aussi quand même des supports, notamment print, pour une relation plus commerciale, avec je crois une offre qui s'appelle Massif Avantage. Pourquoi ce choix aussi? Parce que le digital aurait très bien pu faire l'affaire aussi. Alors, Massif Avantage, c'est tout sauf de l'assurance. Alors, ça me faisait sourire tout à l'heure quand je voyais les graphiques où je voyais les échanges autour peut-être des besoins d'habitat, quand on recherche aussi un voyage. Et en fait, Massif Avantage, on va pouvoir acheter sa voiture, on va pouvoir choisir un déménageur. Alors, il y a tout ce qui est produit connexe à l'assurance, parce que quand on parle de déménagement, effectivement, c'est plus facile de faire le lien avec l'assurance habitation, mais aussi le voyage. Et le voyage, c'est une des catégories le plus achetées chez Massif Avantage. Et en fait, on s'est posé la question de comment on émergeait dans une offre qui existe déjà, qui existe surtout peut-être sur le digital, parce que quand on cherche un voyage, peut-être que son premier réflexe, c'est de chercher sur du digital. Et on s'est rendu compte qu'en fait, l'effet de faire un petit magazine plutôt léger, là, par contre, plutôt très commercial, et puis des flyers aussi, puisqu'on se rend compte que d'avoir des moments particuliers, là, il va y avoir le Black Friday, donc on a une approche avec le Black Friday sur du papier, on arrive à émerger dans des univers où on n'est pas parfois attendu. Et en fait, ce choix print, on le choisit dans des univers où on est moins attendu. Merci beaucoup. On passe à Laura Boulanger, Foire de Paris. Donc là, on change encore d'univers. Expliquez-nous justement, vous, alors pareil, quand vous abordez cette question, ce sujet de l'attention, vous l'abordez comment, vous l'abordez quand? Alors le sujet de l'attention, pour nous, il est très focus sur le trafic. C'est-à-dire qu'on a besoin de faire venir du monde, toujours plus de monde sur une foire de Paris, qui n'a pas de déficit de notoriété. On a encore réalisé des enquêtes récemment. On a une très bonne notoriété, que ce soit nationale et dans l'Île-de-France, qui est vraiment notre cœur de cible de visiteurs. Mais on a effectivement, on le disait tout à l'heure, c'est une notoriété contenue. Donc notoriété, c'est quelque chose qu'on a réussi à acquérir. Ça fait 120 ans que la foire de Paris existe, donc voilà, ça c'est de notre côté. En revanche, la notion de contenu, ça pour nous, c'est un vrai enjeu et c'est comme ça aussi qu'on va travailler cette quête d'attention et d'intérêt. Parce qu'on connaît la foire de Paris, mais est-ce qu'on connaît ce qu'on y trouve? Quel est notre intérêt à y venir? On a tous des souvenirs, je pense, plus ou moins lointains, on y allait, on nous en a parlé. Mais qu'est-ce qu'on va y trouver et quel est notre intérêt à y mettre les pieds? C'est là où nous, on a vraiment de l'enjeu et on a intérêt à dire à chacun, alors tous les ans, ça se renouvelle, là, ça revient tous les ans, donc qu'est-ce qui va être différent de l'année dernière pour faire revenir ceux qui sont venus? En quoi on diffère aussi des solutions qui existent déjà? On a beaucoup de sollicitations de sortie en Île-de-France. Les retailers, les magasins sont ouverts toute l'année. Qu'est-ce qui fait qu'on vient sur un événement shopping et marchand comme Foire de Paris? Donc ça, c'est des questions qu'on se pose et on a, nous, une offre multisectorielle. Donc c'est de dire, d'adresser le bon message à la bonne personne. On est un salon qui a une offre maison, on vend des voitures, on propose de la gastronomie, on propose des animations. Comment on va aller cibler les différents personas pour leur dire voilà, vous avez ça à vivre sur la foire de Paris, vous avez tout intérêt à y venir. Donc c'est un peu voilà, c'est l'enjeu, c'est toujours plus de trafic, mais derrière en expliquant vraiment pourquoi ils ont intérêt à venir. Et là, du coup, qu'est-ce que vous mettez en place? Parce que là, c'est cibles multiples, enjeux multiples. Alors, on a vraiment un socle qui doit être très important, alors, pendant des mois, voire des semaines, à partir on va dire, du mois de janvier, la foire se tient sur fin avril, début mai. On active des leviers de communication assez massifs, c'est-à-dire qu'on a des campagnes télévision, on fait de l'affichage, on envoie beaucoup d'emailing, voilà, on fait de l'influence, on fait des relations de classe, etc. Donc des choses, on va dire, un peu classiques, mais qui doivent nous faire rayonner à grande échelle. Et on active aussi des leviers un petit peu plus fins pour aller cibler vraiment précisément nos futurs visiteurs et donc consommateurs.
Et le sujet que je voulais vraiment mettre en avant aujourd'hui, il a été corrélé notamment avec des chiffres que vous avez révélés tout à l'heure, qui nous donnent encore plus envie d'aller appuyer là-dessus. Nous, on fait du marketing direct postal. Donc pour aller cibler donc ce qu'on appelle nos porteurs de projets maison, donc c'est 200 000 personnes qui viennent tous les ans sur Foire de Paris pour réaliser un projet maison, acheter un canapé, rénover, son spa, acheter son spa, bon, voilà, plein de projets, il y a tout ça sur la Foire de Paris, donc ils sont 200 000 à venir, on a 300 marques. Et vous voyez bien 200 000 sur un VTV en Ile-de-France, on a encore vraiment beaucoup à les recruter et intéresser. Et donc on rentre dans le foyer, on leur adresse un courrier complètement personnalisé, alors on leur explique pourquoi, ils ne disent pas voilà, pourquoi la Foire m'écrit, qu'est-ce que c'est que ce traquenard. Donc on leur explique voilà, pourquoi on vous a ciblé, donc c'est des gens qui viennent d'emménager, qui ont fait des requêtes récemment sur Internet. Ces gens-là, on leur explique quelle est notre offre, quel est l'intérêt à venir chez nous, ce qu'ils vont y trouver. On essaye aussi d'apporter un peu d'émotionnel en leur disant, une fois que vous avez acheté le canapé, il y a des super autres choses à découvrir et un très bon moment à passer. Et on a des performances qui, pour qu'on traque bien évidemment tout ça, et on a des performances qui sont très 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 intéressantes pour le coup. Parlons-en justement du coup. Ouais. On arrête le suspense. Donc on envoie à peu près 70 000 courriers tous les ans, encore une fois personnalisés. Chose importante, on invite ces gens, parce que pour nous, ils sont vraiment cœur de cible, ils ont un projet, ils vont intéresser bien évidemment nos exposants, ils vont faire du business avec eux, et ils vont bien sûr rayonner sur le reste de la Foire de Paris. 70 000 courriers, et c'est à peu près 20 000 personnes qui viennent tous les ans grâce à ce levier-là. Donc dans les opérations qu'on traque, honnêtement, c'est vraiment un taux de transformation, un taux de retour très intéressant. Mais on le circonscrit vraiment à des cibles. Alors on envisage forcément, vu les performances, de le faire sur d'autres de nos secteurs et donc d'autres de nos cibles. Mais je pense que vraiment l'intérêt de cette opération, c'est que vraiment elle est ciblée et elle s'adresse particulièrement à un porteur de projet à qui on apporte la bonne offre au bon moment et le bon message. D'accord. Ces porteurs de projet, du coup, vous savez aussi combien ils dépensent finalement sur ces... Alors ils sont 9 sur 10 à repartir avec quelque chose. Alors ça, on a bien fait de les inviter parce que du coup ils ont trouvé ce qu'ils voulaient, ou en tout cas, même si c'est pas forcément le canapé, ils sont repartis avec autre chose, ça c'est certain. Les porteurs de projets maison, enfin globalement sur une Foire de Paris, le visiteur il dépense un petit peu moins de 800 €. Quand même. Ouais. On peut toujours faire mieux, mais c'est très bien. Donc voilà, 9 personnes sur 10 qui achètent, dépensent un petit peu moins de 800 €. Et quand on est vraiment là sur un profil porteur de projet maison, on est sur une moyenne à 2 000 € de dépenses. Et parce que bah, voilà, ça va entre le canapé et le spa, la dépense n'est pas la même. Ouais. Exactement. Et on identifie bien sûr des gros acheteurs. Et là, c'est des gens qui disent « Ah, moi je suis passé acheter ma cuisine, etc. » Et là, on a à peu près 40 000 personnes sur le Paris qui dépensent plus de 10 000 €. Voilà. Là, vous disiez que c'est ce que vous faites pour les porteurs de projets chauds sur les maisons, c'est ça? Exactement. Oui, c'est ça. Et est-ce que vous avez évoqué le fait que vous y pensiez pour d'autres? Oui. Pourquoi vous ne faites qu'y penser? Du temps, c'est un petit peu de budget. Non, plus sérieusement, on y pense notamment pour... alors, il faut quand même aller... Enfin, il faut qu'il y ait une affinité, si vous voulez, pour... On ne peut pas lancer ça... Demain, si je veux m'intéresser à tous les gastronomes ou les personnes qui ont une affinité avec la food, c'est quand même large. Voilà, le projet maison, c'est quand même un petit peu plus fin. On y pense pour l'automobile, parce qu'on a lancé depuis 2 ans un secteur auto. Donc on vend des voitures sur Foire de Paris. On a des acteurs comme Renault, comme BYD qui sont présents avec nous. Et donc des gens viennent sur la Foire de Paris, repartent avec un véhicule. Et on s'est dit récemment, alors je ne sais pas si ce sera pour cette année ou pour la prochaine, mais on s'est dit qu'on pourrait tester ce levier en ayant vent d'un projet qui gère, alors je ne sais pas par quel biais il faudra le trouver, mais d'aller effectivement en boîte aux lettres, intéresser les gens et leur dire, bah voilà, vous avez tout ce panel de marques devant vous, venez découvrir, tester, vous informer, et puis accessoirement vous passerez un bon moment avec le reste. Très bien, merci beaucoup. J'ai quelques autres questions que je souhaitais vous poser, mais à toutes les trois, un petit peu à la cantonade comme ça. On l'a vu à travers vos témoignages, on est
toujours d'une manière ou d'une autre sur de la communication, oui, omnicanal, avec plus ou moins de digital, plus ou moins de print selon les problématiques. On voit aussi, et ça rebondit avec ce qu'on a vu dans l'étude, que le foyer, effectivement, il est souvent au cœur. Qu'est-ce qui spécifiquement pour chacune de vous fait que le foyer, et au-delà de ce qui a déjà été dit dans les études, qu'est-ce qui fait que ce foyer, justement, il est peut-être l'endroit qu'il faut privilégier? Qui veut commencer? Tiens, Myriam Fleury, il ne fallait pas me regarder. Non, nous, en fait, on fait partie de la catégorie, dans toutes les catégories que vous avez évoquées, abonnement, et on voit bien quand même que la décision se fait en grande partie au sein du foyer. Donc oui, on a cette logique omnicanalité parce que la réflexion mûrit avec tous les supports qu'on peut envoyer, et puis un abonnement, c'est quand même, on s'engage pour un certain temps, etc. Donc la logique, voilà, il faut qu'on adresse le foyer parce que ça fait partie du processus de décision d'une part, et puis après, parce que comme je le disais tout à l'heure, nous on a aussi cet enjeu d'aller élargir notre business au sein du foyer, parce que des primo équipés, voilà, ça tombe pas du ciel. Alors que voilà, c'est plus facile. Et puis une fois qu'on a mis le pied au sein d'un foyer, souvent voilà, on le recommande. On équipe les enfants, on équipe, voilà. Donc nous, c'est vraiment dans cette logique de réflexion, puis après d'élargir le business, quoi. Christelle Boudin. Alors effectivement, le foyer c'est important parce que l'assurance, on va j'allais dire assurer la maison, assurer les personnes, et dès l'instant où on touche à de l'affect, et là on touche à de l'affect, c'est une décision, c'est pas un métier très rigolo l'assurance, parce que je vais vous dire, dès l'instant où on touche à des contrats d'essai, des contrats d'épargne. Alors, quand c'est des contrats d'épargne parce que c'est une naissance d'un enfant, c'est plutôt joyeux. Quand c'est faut commencer à penser à l'autonomie, des choses comme ça, c'est plus difficile. Et pourtant, c'est bien des discussions parce qu'on va en parler souvent peut-être pour ses parents. Oui, ce qui va faire qu'on va peut-être en parler pour soi. Et puis, on va commencer à penser à l'avenir de ses enfants. Donc, toutes ces discussions, elles naissent déjà dans le foyer. Et c'est pour ça que pour nous, si on n'est pas dans le foyer au travers de ces discussions, naturellement, on ne va pas pousser une porte d'un assureur parce qu'un matin, on se dit tiens, j'ai envie d'une assurance. On y a déjà pensé, on a déjà mûri le projet, et c'est lié, et je pense que c'est un sujet qu'on a toutes les trois en commun, c'est les moments de vie. À quel moment on détecte ce moment de vie? Le moment de vie d'une naissance, le moment de vie d'un déménagement, le moment de vie d'une séparation. On s'est rendu compte nous aussi que la séparation, c'était un enjeu. Et en plus, c'est au-delà d'un enjeu, il y a une saisonnalité. Donc c'est aussi le côté assureur un peu pragmatique qui dit qu'en plus, il y a une saisonnalité. Et sur tous ces événements de vie, on a des saisonnalités. J'imagine que la foire de Paris, la saisonnalité de la foire de Paris, elle n'a pas été décidée comme ça un matin en se disant tiens, ce serait sympa qu'on le fasse sur cette période-là. Je pense que c'est aussi ces éléments-là qui nous poussent à être dans le foyer. Laura, pardon, je ne vais pas redire ce qu'ont dit Christelle et Myriam, mais je pense que vraiment le foyer, il faut aussi l'envisager comme une bulle. On y laisse rentrer ce qu'on a décidé d'y faire entrer. On est sursollicité en permanence de campagnes d'affichage, de choses. Il y a des messages publicitaires et les marques s'annoncent partout. Quand on est chez nous, on fait rentrer un peu, on fait rentrer qui on veut. Donc on allume la télé, on choisit un programme, on est sur nos réseaux sociaux préférés. Quand on ouvre la boîte aux lettres, voilà, les boîtes mail, les boîtes mail sont surblindées, alors qu'effectivement nos boîtes aux lettres sont de plus en plus vides. Donc quand on reçoit quelque chose, on y prête une attention toute particulière. Donc c'était pour faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure. Mais voilà, c'est vraiment cette bulle qui n'appartient qu'à nous, où là je pense que les marques peuvent, tout comme la télé, nous, voilà, c'est des choses aussi qui fonctionnent très bien. On sait très bien que quand on a le reportage qui va bien, derrière pour nous c'est une source de trafic, voilà, forcément. Effectivement, il y a cette notion de bulle, c'est vrai qu'on n'a pas forcément évoqué, mais qui est assez nette finalement. Est-ce que le foyer, c'est pas le dernier espace comme ça qui peut se retrouver de manière un peu confinée, dans lequel on peut encore se protéger de l'extérieur? Si, et puis c'est là effectivement, on le disait tout à l'heure, pour certains projets qui étaient mis en avant par rapport à l'étude, c'est ce lieu, cette bulle où on a besoin encore d'échanger.
effectivement, pour s'acheter des vêtements, on n'a plus besoin de concerter toute la famille. En revanche, quand on veut acheter le nouveau canapé, acheter la nouvelle voiture, prévoir le prochain voyage, etc., là, on a besoin effectivement de se retrouver dans un moment où on a peut-être coupé le reste, on se concerte. Et c'est pour moi, peut-être l'un, on va pas dire le dernier, sinon ça fait un peu triste, mais l'un des derniers. Ouais. Alors, il y a plein de moyens quand même d'entrer dans cette bulle. On l'a dit tout à l'heure, il y a tous les écrans, la boîte aux lettres. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, justement, on choisit plus le papier? Alors, vous l'avez dit, peut-être parce que les boîtes aux lettres sont vides aujourd'hui, enfin, en tout cas, sont beaucoup moins fournies qu'elles ne l'étaient. On le voit bien, je pense tous, quand on arrive au boulot le matin, on n'a plus sa pile de courrier qu'on avait il y a une quinzaine d'années. En revanche, on a ces 200 mails à checker rapidement. Comment justement on arbitre, et est-ce que quand on utilise beaucoup le digital, justement, quand est-ce qu'on décide de ne pas passer par le digital ou peut-être de faire autre chose une fois qu'on est rentré dans le foyer? Alors, moi je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais nous clairement c'est quand on veut émerger, alors on a quand même deux rôles, ce rôle très réglementaire qui va avec le papier chez nous, mais clairement c'est quand on veut émerger. Et puis après, alors on l'utilise un peu moins, mais voilà, on est en train de réfléchir à toute une conception de la fidélisation, des clients premium, etc. chez nous. Donc, et ce papier, je pense, pourra peut-être avoir un rôle important parce que voilà, comme vous le dites, il est un peu plus rare le papier, donc il a tout de suite, quand on met du papier, il y a ce côté un peu, c'est quali quoi. Enfin, l'argent, la boîte a de l'argent et elle en dépense pour moi. Enfin, il y a ce côté tout de suite maintenant quand on reçoit du papier. Enfin, c'est parce que je suis peut-être déformée par le travail, mais c'est vrai que dès que je reçois dans ma boîte aux lettres, moi je touche le papier, je regarde ce qu'il y a dedans, la couleur quand c'est noir, je me dis je l'associe au luxe. Enfin, voilà, c'est une déformation professionnelle, mais il y a ce côté avec le papier, voilà, émergence, et puis il y a ce côté un peu qualitatif qui fait que voilà, on l'associe à une cible un peu plus haut de gamme, premium. J'ai l'impression aussi que les clients font aussi le lien. Voilà, ils m'ont envoyé du papier, quoi. C'est pas le simple SMS ou du mail comme tous les autres. Ils m'ont envoyé un papier, quoi. Très bien. Merci. Vous vouliez ajouter quelque chose peut-être? Non. Bon, merci à toutes les trois. Merci. On va avoir besoin de vous encore, mais je souhaiterais